où une majorité d'enfants regardent la télévision, un programme incitant des jeunes gens à former un couple temporaire par appât du gain. Patrick Lelay fait un flop. Il n'avait pas encore compris que l'orchestration de la polémique fait partie intégrante de la stratégie de la télé-réalité. Bonjour, Love Story est un piège. Depuis quelques jours, l'univers de la télévision est agité par l'arrivée sur une chaîne privée. On a beaucoup parlé de voyeurisme autour de ce spectacle, sans justement. En fait, je finis par regarder parce qu'effectivement, je crois que grâce à cette presse qui dit non, il faut arrêter de regarder. Les téléspectateurs, ils n'ont pas vu ça, ou plutôt ils ont vu tout ça. 4 mises en garde. Sachant que les journaux qui dénoncent Love Story ont augmenté systématiquement leur vente de 12 à 16% quand ils faisaient leur une dessus. Pour moi, Love Story, c'est du quotidien télégéniquement modifié. Et c'est un centre de formation à l'apprentissage de la soumission. La télé n'a jamais été aussi proche des gens que quand elle rentre dans leur intimité et qu'elle montre ce que tout le monde a envie de voir. Vous étiez quand même conscient de la transgression fantastique que représentait cette émission dans le paysage français. Je trouve tout à fait normal qu'il y ait un débat, je trouve ça formidable de pouvoir en parler. Ouais. Non mais je crois qu'il y a plein de choses. Ce que vous faisiez. Bien sûr, on y a beaucoup réfléchi avant et on a fait en sorte que ce qui se passe soit tout à fait bien et acceptable. Que certains n'aiment pas, moi je respecte ça tout à fait, ça me paraît tout à fait normal. Il y a une logique qui n'a rien à voir avec la logique avec laquelle on a l'habitude d'analyser les masses médias. C'est-à-dire, le but c'est d'arriver à fabriquer une querelle. Ici, c'est bien que les gens détestent. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une possibilité de faire venir tout le monde. Ce n'est pas le critère de la valeur du spectacle qui va compter. Que le téléspectateur soit satisfait ou pas satisfait, peu importe. Du point de vue économique, il va compter comme un consommateur. Il va permettre de rentabiliser la dynamique de la chaîne. Il va satisfaire la logique de la chaîne. Alors, le discours, il n'est pas forcément très explicite de la part du diffuseur, parce que c'est très risqué. Mais du point de vue symbolique, ça fonctionne vraiment comme ça. On est dans une logique marketing où on va précatégoriser les téléspectateurs. Celui qui aime, celui qui déteste, mais qui veut comprendre pourquoi l'autre aime, celui qui a lu les polémiques et qui avait décidé de ne pas regarder, mais qui va regarder quand même, celui qui veut se moquer de ceux qui regardent, celui qui fait semblant de se moquer de ceux qui regardent, mais qui regardent quand même. Et on va donner des prétextes pour regarder, y compris, vous n'aimez pas ce programme, il n'est pas fait pour vous, mais le débat social s'est porté aujourd'hui sur Love Story, donc il faut que vous sachiez de quoi on parle, il faut que vous le regardiez. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est une addition et qu'au bout du compte, on va ramener progressivement devant l'écran un nombre considérable de spectateurs et donc on va pouvoir alimenter une activité publicitaire extrêmement intense. Pendant qu'M6 triomphe, TF1 s'affole. Son cours en bourse poursuit sa chute, au même rythme que le CAC 40. À la fin de l'été, l'action TF1 atteint les 20 €. Dirigeants et actionnaires ont perdu 80% de leur capital. Patrick Lelay n'a plus le choix. Il renie ce qu'il proclamait au printemps. Début septembre, il annonce avoir signé une exclusivité pour tous les futurs programmes de la société Endemol. Quelques jours plus tard, le cours de l'action de TF1 se stabilise enfin. Il restera constant jusqu'à la fin des années 2000. Les marchés financiers ont été rassurés. Les autres entreprises cotées au CAC 40, elles, continuent de plonger jusqu'en mars 2003. Voilà comment la télé-réalité a inondé les télévisions commerciales gratuites en France. Après la privatisation des années 80, c'est la deuxième révolution de l'histoire de la télévision française. C'est la première fois, à ma connaissance, et en plus à un niveau planétaire, ce qui est évidemment extrêmement inquiétant, qu'on exploite systématiquement, sans aucune vergogne, sans aucune limite, sans aucune inhibition, de manière très décomplexée, pour prendre un mot à la mode, ce qui sont des mécanismes évidemment efficients. Parce que tout ça se fait au nom de l'efficacité. Et évidemment, c'est très efficace. Avec la télé-réalité, toutes les transgressions deviennent possibles. On élimine, on humilie et on s'exhibe en même temps. Le dispositif est construit pour que ces transgressions soient vécues pour de vrai. Chaque participant est sommé de repousser tous les interdits.
Contrairement aux mécanismes d'exhibition et de voyeurisme des années 80 et 90, les diffuseurs de télé-réalité ne se contentent plus de la parole. Ils exigent des passages à l'acte. La voix a passé 14 semaines en ta compagnie. Les candidats doivent vivre en direct et en prime time tout ce qui pourra satisfaire leurs propres pulsions. De rentrer dans la maison, tu as tout de suite mis les points sur les i. Les défauts, on les accepte, on dégage. En tout cas, je me kiffe. Et tu ne leur as pas vraiment laissé le choix. C'est le spectacle du sexe, des larmes et de la violence. Je vous jure que là, la guerre, quand je te dis qu'elle est déclarée... Elle est déclarée? Mais c'est la guerre. Dans la maison, en ce moment, c'est de la tension de guerre, quoi. Ok, tu me regardes, tu m'insultes toute la journée. Non, on parle pas de toi. Mais défends personne, on parle pas de toi. Ces passages à l'acte renouvelés entraînent les candidats vers des comportements de plus en plus régressifs. La domination de l'autre et le narcissisme, la cupidité et le cynisme deviennent les valeurs dominantes. Franchement, là, par exemple, quand Quentin m'a dit c'est moche ce que tu fais, j'avais qu'une envie de lui dire je sais ce que je vaux, je suis pas n'importe qui, alors tu fermes ta gueule parce que toi t'es une merde à côté de moi. Et dès qu'on me fait une petite remarque, un pic comme ça, j'ai envie de les rabaisser plus bas que terre, leur faire du mal, qu'ils se mettent à pleurer, à ramper. Et ça me fait du bien de voir les gens comme ça en plus. Nous sommes tous potentiellement des spectateurs de ces émissions parce qu'elles sollicitent en nous quelque chose qui nous habite comme une tendance que personne parmi nous ne peut réduire. Parce que les pulsions, ça ne quitte jamais l'être humain. Pour les adolescents, très nombreux à regarder la télé-réalité, l'identification aux héros de ces émissions fonctionne à la perfection. Les passages à l'acte des candidats, estampillés du fameux « vu à la télé », deviennent pour eux des normes valables, des faits et gestes parfaitement imitables. Un être humain, normalement, n'exprime pas ses pulsions. Il peut les exprimer dans son coin, parce qu'il est pervers, parce que ceci, parce que cela, dans son jardin secret. Bon. Mais en principe, en public, il n'exprime pas sa pulsion. Parce que être civilisé, c'est ne pas laisser s'exprimer ses pulsions. Depuis que je suis tout petit, mon hobby, c'est de draguer les femmes. Et là, ce sera cash. Petit message pour le futur cocu, qu'il mette les affaires de son ex-femme dans une malle et je passe les prendre de retour à Paris. Ce qui fait que l'homme est un homme, c'est ce que dit Freud, il a la capacité de transformer ses pulsions en désir. C'est-à-dire qu'il a la capacité de différer la satisfaction de ses pulsions et, au lieu de satisfaire ses pulsions de manière égoïste, de, au contraire, transformer sa pulsion en un désir qui va devenir un investissement social. Par exemple, il a fondé une famille. Il désire sexuellement une femme, mais au lieu de lui sauter dessus et de la consommer sur place, il va lui faire la cour, il a demandé en mariage, il a fondé une famille, etc., etc. Les 4 femmes qui ont laissé leur mec entre mes mains sont complètement cinglées. Je suis pleine de surprises, je suis une véritable stratège et à mon avis, il y en a plus d'un qui vont craquer. Parce que quand on voit des jeunes filles ne se présenter que comme des êtres de satisfaction, des besoins de mâle absolument primitifs, et ne s'estimant elles-mêmes capables que de ça, enfin c'est l'impression qu'elles donnent. J'espère qu'elles sont aussi capables d'imaginer autre chose, mais et que la télévision revendique ça. C'est-à-dire, là on se dit évidemment c'est inouï. Vous les filles, vous mettez comme ça, toutes comme ça, avec vos jambes comme ça, vous montrez bien en évidence les jambes, comme ça, toutes comme ça. Et elle est au milieu, elle est au milieu, elle va faire son délire. Toutes les sociétés ont toujours été faites, quelles qu'elles fussent, animistes, chamaniques, impériales, grecques, monarchiques, etc. Elles ont toujours mis en place des dispositifs de contrôle des pulsions. Et là, on peut se dire qu'on est arrivé à un point de l'histoire de l'humanité extrêmement inquiétant. Moi, je ne crois pas qu'il ait jamais existé une société qui prôna de cette manière-là l'exploitation des pulsions.
Si les chaînes commerciales ont décidé d'exciter toutes les tendances pulsionnelles de l'individu, ce n'est évidemment pas par simple perversion. C'est parce qu'elles ont enfin trouvé le moyen d'atteindre les cerveaux humains, là où leurs intérêts financiers les conduisent. Le problème, ce n'est pas la télévision simplement. C'est la télévision telle qu'elle est passée sous le contrôle du marketing. Avant, elle était sous le contrôle du pouvoir politique en France, c'était un problème évidemment. Mais aujourd'hui, elle est sous le contrôle des prescripteurs de comportement, que sont les publicitaires. Et ce que visent les publicitaires, c'est essentiellement, selon des théories qui viennent du marketing américain, d'ailleurs de ce qu'on appelle la lifetime value, ça vise à fidéliser des consommateurs à des marques, à des modèles comportementaux, pour pouvoir contrôler leur comportement et leur pouvoir d'achat le plus longtemps possible. Quand Patrick Lelay, en 2004, dit ce que TF1 vend à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible, effectivement, il change la donne. C'est-à-dire que pour la première fois, le patron d'une grande chaîne de télévision, qui est la chaîne principale en France et en Europe à ce moment-là, va admettre que la logique économique prime sur une logique culturelle, qui apparaît donc après coup comme pseudo-culturelle et étant juste un prétexte pour remplir d'argent les poches de la régie publicitaire. Pourquoi est-ce que Lelay a fait scandale avec cette histoire de temps de cerveau disponible? Qu'est-ce que ça veut dire temps de cerveau disponible? Même les gens qui n'ont pas pris le temps d'y réfléchir comprennent au moins de manière intuitive que ça veut dire temps de cerveau sans conscience. La publicité, dans la perspective de l'annonceur, ne doit pas apparaître forcément comme telle. Elle doit s'immiscer dans le programme. Elle ne doit pas arriver comme un cheveu sur la soupe, parce qu'autrement, il y a effectivement un risque de rejet, surtout dans une période où les mouvements de publiphobie sont de plus en plus virulents. On a une tolérance moins grande par rapport à la publicité. Il faut qu'elle s'intègre dans la production médiatique, qu'elle fasse média. Et c'est une des immenses qualités de la télé-réalité. Dans la télé-réalité, on n'a pas de rupture sémiotique entre ce qui relève de l'éditorial et ce qui relève du publicitaire. Dans Love Story, on va avoir affaire à des participants captifs qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas le droit de parler de sujets à risque, risque de diffamation, risque de divulgation de leur point de vue politique, etc. Alors qu'on est en période préélectorale, puis électorale en deuxième année. Donc, quand on a comme ça des sujets de conversation qui sont très contraints, quand en plus on n'a absolument rien à faire de la journée, très naturellement on a faim, on parle beaucoup de bouffe, sans compter que le dispositif mis en place par le producteur lui-même vise en partie à orienter les discussions vers l'alimentation. Tout simplement parce que les challenges que devaient remporter les participants chaque semaine allaient leur permettre de s'offrir des petits plus. Vous avez le choix entre une soirée à thème ce soir, avec musique, costume, mais sans boisson supplémentaire, ou la même soirée dimanche, mais avec champagne à volonté. Dimanche. Ah non, prends musique, il y a de la musique, attendez. Oui, la même soirée, dimanche, avec champagne à volonté. Dimanche avec champagne. Allez-vous pouvoir attendre jusqu'à dimanche? Oui. Si dans 5 minutes, l'un d'entre vous n'est pas d'accord, ou si vous n'êtes pas allé annoncer la décision du groupe au confessionnal, la soirée sera automatiquement reportée à dimanche soir, mais sans champagne. Donc on a quand même une organisation qui fait que l'alimentation est au cœur des discussions, que compte tenu de l'oisiveté, on va aussi beaucoup parler beauté, on va beaucoup parler mode, on va passer son temps à se couper les cheveux, se recoiffer, à customiser ses vêtements, etc., à regarder si on n'a pas grossi, maigri, si on a bronzé au bord de la piscine. En fait, ça se met pas avec du coton, quoi. Voilà. Pas avec du coton. Qui ? Dans cet univers-là, quand la publicité arrive, elle n'est pas d'un autre ordre, elle n'est pas d'une autre nature. Dans la